Il est 13 heures au Bénin. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes dans la première édition de l'information sur Canal 3 Bénin. À la une de ce journal, ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour livrer les lieux au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Le visage donc des occupants mécontents à suivre dans ce 13 heures au Bénin. Des mineurs victimes de viol, un constat assez troublant, inscrit dans un phénomène qui se généralise dans notre société. Des voix s'élèvent et accusent et situent les responsabilités. Celles des parents nous intéressent aujourd'hui. Le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et des protections de la femme en République du Bénin. Désormais sur la table des députés, nous allons découvrir une innovation contenue dans ce projet de loi. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons cette édition par la situation actuelle au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Cette sommation résonnait déjà dans les titres de ce journal. Les occupants sont sonnés de quitter les lieux et ceci au plus tard le 31 décembre 2021. C'est une décision du gouvernement qui prévoit ériger sur les lieux un complexe artisanal. La décision, elle a été rendue publique mardi dernier et 24 heures après, une de nos équipes de reportage est allée apprécier l'ambiance au sein des occupants et autres usagers, le CPA au lendemain de la décision du gouvernement. C'est un constat signé Nassis Alossé, Rachidi Zoubero. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou dans la matinée de ce mercredi 29 septembre 2021. L'ambiance apparemment est habituelle, mais derrière, les occupants ruminent encore une nouvelle apprise 24 heures plus tôt de la bouche du directeur du centre. Ils vont nous donner 3 mois pour déguerpir de cette lieu. 3 mois pour débarrasser le plancher, pas plus. À en croire certaines indiscrétions, l'État a annoncé un projet qui prévoit l'érection d'une galerie d'art, d'un village artisanal et d'un pôle sportif. Seulement, certains occupants disent avoir reçu la nouvelle comme un coup de massue. Ah, ça nous a surpris. Et que depuis hier, nous sommes vraiment dépaysés. Vous avez dit aux gens, à 31 décembre, vous allez quitter ici. Pour aller où? Normalement, si nous dit de quitter, il faut aller dans tel endroit. Là, depuis hier, on ne comprend plus rien. Vraiment, jusqu'à présent, je n'ai rien on n'a rien pour le moment dans la tête, parce que c'est une surprise. On a réussi ça mal. En revanche, d'autres usagers des lieux semblent admiratifs de l'État et de sa décision. Plus loin, ils en expriment le bien fondé. Vu l'âge de la maison, vu la vétusté des lieux, vu l'insalubrité qui reste pour un pays du monde, il est temps qu'on agisse à réformer cette maison. Réformer une maison vieille de plusieurs décennies et qui fait aujourd'hui face aux réalités de la modernité. Mais ce sur quoi l'unanimité est faite ici, c'est des mesures d'accompagnement après le déguerpissement. Nous demandons toujours au chef d'État de regarder un peu que nous sommes toujours des citoyens béninois. L'État n'est pas quand même si mauvais comme ça, de venir nous dégrimper sans nous changer de place. Et nous, les artisans, nous, les promoteurs d'art, nous restons dans une grappe, c'est-à-dire dans un groupe. Sinon, nous ne vendons pas. Ce n'est pas un produit où, quand tu vas t'extirper et tu te mets à quelque part dans la vie, tu prends une boutique seule, tu vas vendre. Non. Nous avons le devoir de rester ensemble. Et on va nous retrouver à tel point. Si l'État nous enlève, c'est une bonne chose. Qu'on dit seulement, vous devez partir le 31, mais déjà, le 20 novembre, on nous dit, votre nouvel atterrissage, c'est tel point. Ensemble, ils plaident pour leur relogement le temps des travaux de rénovation afin de préserver cette vitrine du tourisme béninois. Parce que l'artisanat, c'est quelque chose qui est consommé par les étrangers. Et rares sont des Béninois qui achètent des objets d'art. C'est consommé par les étrangers. Et quand les touristes ils descendent, ils vont à l'hôtel, leur deuxième destination, c'est le centre de promotion de l'artisanat, pour voir ce qui se fait dans le pays et acheter certaines choses. Enfin, des cris de cœur lancés pour, ont-ils dit, éviter des difficultés d'ordre social.
il y a des familles derrière nous. Si vous voyez une personne, peut-être il a une femme, des enfants, il a peut-être son père, sa mère, il a des frères. Vous connaissez en Afrique, si quelqu'un se débrouille un peu, il a le devoir d'aider un peu ses frères, ses cousins. C'est comme ça se passe chez nous. Donc, celui qui est un peu mieux placé, qui aide les autres, s'il est paralysé, les autres sont morts. Les autres sont morts, ils sont cadavres. Même si le chef d'État veut que les artisans deviennent des aides-maçons pour accélérer le trajet, moi je leur demanderai d'aller aider pour que ça termine très vite. Pour sauver leur unité de production, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et entre les sentiments d'amertume et d'anxiété nés de cette décision de déguerpissement, nombre d'entre eux ont encore le cœur à l'ouvrage. Avec le contexte sanitaire, les touristes, eux, y viennent au compte-gouttes. Le phénomène du viol, on en parle toujours, c'est un grand dossier dans nos éditions, mais c'est un autre volet après celui évoqué hier dans nos éditions. C'est un phénomène qui décime notre société, un fléau qui continue de sévir dans les villes du Bénin. L'autre constat assez troublant, ce sont des mineurs qui sont également victimes de viols. Sur la liste des différents acteurs interpellés, les parents. Ali Moumouni, Henri Ganti sont allés rencontrer quelques parents qui nous expliquent ici leur compréhension du sujet et ce qui doit être fait pour permettre donc de mettre à l'abri nos filles et nos sœurs. Des bourreaux dans l'ombre, des victimes qui s'enlisent dans le silence, une société terrifiée. Le viol. Voici un phénomène qui existe, mais dont on parle peu, puisque la plupart des victimes s'emmurent dans leur souffrance. Au Bénin, un acte de viol est puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, assorti d'amende. Et quand c'est un mineur qui en est victime, ceci devient un acte doublement punissable, selon le sociologue Kalis Ouédé. Puisque la question du viol intervient à un moment donné où le consentement à l'activité sexuelle n'est pas requis de l'autre côté. Or, pour une activité sexuelle, il y a 2 variables dépendantes. Le critère démographique, d'accord, avoir la majorité sexuelle, et la question de consentement. Maintenant, quand vous venez préciser que c'est sur mineur, c'est qu'il y a déjà une faute. Et cela constitue déjà la condition aggravante. Parce que la personne n'a pas la majorité et vous êtes allé tenir une activité sexuelle sans son consentement. Là même, la question de consentement ne se pose pas. Parce que vous êtes mineur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur de ce viol, il doit être doublement sanctionné si les faits sont avérés et que la justice puisse se prononcer. Souvent, on n'arrive pas à deviner les auteurs. Le bourreau est une personne qui maîtrise bien sa victime. Il a plusieurs façons d'opérer, mais dans tous les cas, profite de la naïveté de la petite fille. Pourtant, celle-ci est appelée à être sous la protection de ses géniteurs. La faute, la responsabilité incombe aux parents des filles. Parce que, tu as une fille. Voilà, vous, couple, vous êtes au bureau. Des cas des 2 fonctionnaires qui sont au bureau envoient leur fille. Ils disent que j'ai déposé ma fille à l'école. Je suis au bureau, la fille sort, elle va à la maison. Vraiment, est-ce qu'il y a un suivi pour voir réellement que la fille est rentrée? Tu as une fille, tu l'envoies à l'école, tu lui donnes à manger, surtout l'argent de poche. Parce que la fille qui n'a pas de l'argent, elle doit regarder ailleurs. Et dans les 2 cas, l'État est responsable et les parents aussi sont responsables. Il y a des parents qui se lèvent très tôt, ils ne suivaient pas les enfants. Et en pourchassant l'argent là, on fausse toujours l'éducation des enfants. Et quand tu es parent, il faut que soit le parent est rigoureux, le papa est rigoureux ou bien la maman est rigoureuse. Là, on arrive à réussir. Depuis plusieurs années, l'État met en garde contre le viol des mineurs en élaborant des textes qui statuent sur les sanctions qu'encourent les auteurs. De la même façon, des organisations non gouvernementales sensibilisent sur la question. Malgré cela, le débat sur la façon d'éduquer les enfants persiste. Pour certains parents, il est nécessaire de prioriser l'éducation sexuelle des enfants et le dialogue. Ce que doit faire le parent, c'est insister sur l'éducation sexuelle, apprendre à écouter l'enfant. Parce que pendant que le parent se bat pour éduquer l'enfant, quelque part, au sein même de la famille, on a peut-être un oncle, d'accord, qui abuse sexuellement de sa nièce. C'est des cas qui arrivent. Je dirais aux parents de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin surtout de leurs enfants filles.
et de discuter avec leurs enfants. Ce n'est pas la peine de crier, de frapper. Discuter. Si vous ne voulez pas, réveillez l'enfant à 5h, 6h et parlez. D'autre part, certains parents pensent que les écoles doivent beaucoup être mises à contribution. Je demande à ce que l'association des parents d'élèves des écoles prenne leurs responsabilités parce que tout provient de l'école. C'est l'établissement qui est responsable en bas de ça. Il faut que les enfants, quand ils quittent la responsabilité des enfants, des parents, qu'ils se retrouvent sous la responsabilité de l'établissement. C'est très important. Il ne faut pas que l'élève en retard reste au portable, mais il doit rester dans l'établissement. Il peut ne pas aller en classe. J'insiste toujours sur ça. Et après, se retrouvent en l'air. Donc, de partenariat en partenariat, là, ils se retrouvent partout. Togane si tempo kendo côté ne bono et si des séritons bon nous yo pas voulu encadrement wedien we quoi fier non de non de jivi de non c'est de asoma bon vite na vierge mais le temps de pour ancien de dire que ego au revenu nous disons mais ouais bodo petito. Avec les facilités interplanétaires offertes aujourd'hui par la technologie, le phénomène du viol des mineurs ne cesse de s'intensifier. Et les parents doivent être aux aguets pour assurer davantage la protection de leurs filles. Très belle conclusion, Ali Moumouni. Nous venons donc de suivre votre reportage assez sur la responsabilité des parents. Nous avons entendu des parents qui se sont donc prononcés sur le sujet. Mais lorsque nous sommes face à une situation de viol sur mineur, la responsabilité des parents est-elle vraiment engagée? Oui, tout à fait. La responsabilité des parents est engagée quand nous sommes face à une situation de viol, face à une victime de viol. Je crois qu'en dehors du bourreau qui est l'auteur, qui a profité, comme je l'ai bien dit dans le reportage, profité de la naïveté de la jeune fille, de la petite fille, mineure bien entendu. L'autre, les responsables maintenant, on commence d'abord par les parents, parce que quand on prend l'éducation d'un enfant, c'est les parents qui s'en charge. Et moi, quand je dis éducation, en même temps, je trouve que c'est une expression qui ne se dissocie pas en réalité avec la protection de l'enfant. Parce que plus vous éduquez votre enfant, plus l'enfant sait ce que c'est que les bonnes manières, comment il faut se comporter. Et face à certaines choses également, parce qu'il y a plusieurs facteurs, comme les parents que nous avons rencontrés également l'ont expliqué, qui amènent par exemple à se trouver dans de pareilles situations. Ça peut être un membre de la famille qui essaie d'amadouer la petite fille. Ici, donc, cette fille a reçu avec quelques petits biscuits, bien entendu. Donc, si les parents arrivent à bien éduquer leur fille et discutent bien avec leur fille, je crois qu'à ce niveau, le problème ne se posera pas. Il y a également l'attention, le temps que les parents consacrent aux enfants. Il y en a qui qui classent carrément, oui, également, et qui classent l'éducation des enfants au second rang. Je crois que ça aussi, ça fait partie des problèmes qui permettent, qui sous-tendent de pareilles situations. Je crois que si les parents s'investissent davantage dans l'éducation des enfants, par conséquent, pour moi, c'est la protection de l'enfant qu'ils assurent ainsi. Et donc, on n'aura pas de ces genres de situations. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont irresponsables entièrement et qui, à tout moment, cherchent quand même à profiter des autres, à faire du mal aux autres. Et donc, du coup, ces cas, on ne peut pas les exclure également. Absolument. Mais dans tous les cas, la responsabilité des parents est engagée. Alors, pour avoir réalisé ce reportage, Ali Moumouni, selon vous, comment voyez-vous la contribution de l'État et surtout de l'école pour la protection de la jeune fille? Vous savez, quand on parle bien entendu de l'éducation d'un enfant, c'est un facteur qui est échelonné sur plusieurs étapes. Il y a d'abord l'éducation de base qui commence déjà avec les parents dès le bas âge, dès la maison, oui, dans le cercle restreint bien entendu. Et après ça, il y a l'école également parce que l'enfant va à l'école pour apprendre. Ce n'est pas la maison pour l'école. Ouais. Ce n'est pas seulement pour aller apprendre les mathématiques. À l'école, il y a également d'autres... L'école de la vie. Donc, il y a également beaucoup de choses qui s'apprennent à l'école. C'est pour ça, justement, par exemple, quand vous prenez le primaire, il y a aujourd'hui l'ES qu'ils appellent aujourd'hui éducation sociale, il y a bien de matières qui permettent également d'éduquer, d'encadrer l'enfant. Donc, sur ce plan aussi, l'école contribue à l'éducation de l'enfant. Et quand on parle de la contribution de l'école dans l'éducation de l'enfant, il y a plusieurs choses que l'école peut faire, comme par exemple l'autre parent qui expliquait que les enfants qui sont en retard, par exemple, dans la plupart des écoles dans notre pays, sont et que retenus, on leur demande de rester à l'extérieur. Alors que veiller pour que les enfants soient à l'intérieur. Parce que cet enfant qui est en retard et qui n'a pas eu assez à l'école ne va pas retourner aussitôt à la maison parce que va se dire je suis en retard à la maison, peut-être les parents vont se plaindre
maintenant voilà, qui n'a pas l'accès à l'établissement. L'enfant est dans la nature. L'enfant est dans la nature. Il est exposé. Et donc, du coup, peut-être de relation en relation, va se retrouver peut-être à succomber à peut-être un bourreau qui va profiter pleinement d'elle. Et je crois que tout ça, ça fait partie des trucs, des actes que les établissements peuvent poser. En dehors de ça également, on ne voit pas aujourd'hui les écoles prendre des initiatives souvent pour organiser des séances de sensibilisation des enfants. Il le faut, hein? Oui, justement, parce que si ce n'est que peut-être des ONG qui viennent de l'extérieur, qui viennent organiser de pareilles initiatives, les écoles, pour la plupart du temps, ne prennent pas de pareilles initiatives. Or, c'est nécessaire parce que les enfants en ont besoin. Maintenant, quand on parle du cas général de l'État, l'État peut aussi, je dirais peut-être, forcer un peu la main parce qu'en dehors des publics, il y a des privés. Donc, quand l'État prend une décision, par exemple, qui est généralisée, toutes les écoles sont obligées de se conformer à ces décisions-là. Et du coup, par exemple, cette décision qui va peut-être demander aux établissements de ne pas laisser les enfants en dehors de l'établissement, même quand ils sont en retard, ça va aider maintenant les établissements à sécuriser les enfants. Il y a bien de choses aussi, parce que les parents aussi, parfois, s'habillent parfois et, je dirais, empiètent un peu la pudeur, sinon, je dirais, les mœurs et tout ça. Ils laissent aussi des enfants s'habiller comme ça. Et donc, du coup, l'État peut prendre des décisions à l'encontre de ça pour éviter que des enfants soient laissés aussi dans cette tenue aussi dépravée. Déjà, mais on revient encore aux parents, moyens ou solutions dont disposent les parents pour pouvoir veiller sur leurs enfants. Vous savez, depuis plusieurs années... Il faut être toujours en état d'alerte. Justement. Il faut mettre un chien au portail. Non, on n'en a pas besoin. Comme je l'ai dit, c'est l'éducation qui est importante pour ça. Depuis plusieurs années, vous savez, il y a des structures internationales ou nationales également qui sensibilisent sur l'éducation des enfants. Il y a plusieurs façons d'éduquer les enfants. Oui, discuter. Il y a l'éducation sexuelle aussi des enfants qu'il faut prendre en compte. Discuter avec les enfants. N'en fait pas un sujet tabou parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et la plupart aujourd'hui, vous savez, dans notre pays ici, beaucoup de parents ne sont pas instruits. Quand vous allez dans les zones reculées, en dehors des grandes villes, quand vous allez dans des zones reculées, beaucoup de parents ne sont pas éduqués et du coup ne savent pas en fait comment s'y prendre. Et aussi, il y a aussi l'autre chose, c'est qu'on s'attache beaucoup plus à nos traditions. Et voilà, sur certains plans, on trouve que non, l'enfant n'a pas encore l'âge de discuter de ceci parce que la tradition ne lui permet pas. Et je crois que nous allons essayer de lever ces barrières-là. Et ça fait partie de tout ce que les parents, voilà, pour pouvoir beaucoup échanger avec les enfants parce que discuter avec les enfants, écouter leurs problèmes, et c'est comme l'exemple que l'autre donnait dans le reportage où l'oncle de la famille peut être en train de profiter de l'enfant. Et comme c'est l'oncle, si l'enfant en parle par exemple à sa mère ou à son père, on ne veut pas l'écouter. On trouve que c'est l'enfant qui essaie, non, on trouve que c'est l'enfant peut-être qui essaie d'accuser injustement peut-être l'oncle qu'il est enfant, qu'il ne sait pas de quoi il est en train de parler. Alors qu'il faut prendre le soin d'écouter l'enfant et maintenant de voir comment le comportement de l'oncle face à vis-à-vis de cet enfant-là. Et je crois que si les parents s'investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants, on va essayer, on va réussir à réduire. Après tout ça, la justice aussi aura un travail à faire. D'ailleurs, on va l'évoquer dans un instant. Merci à vous, Ali Moumouni, pour ces précisions suite à votre reportage. On reste toujours dans le même sujet et le visage que présente ce phénomène dans la commune d'Abomey-Calavi est tout aussi inquiétante que déplorable. 26 cas de viols sur mineurs enregistrés dans cette commune de janvier à août 2021. Ce sont là les données dont dispose le Centre de promotion sociale. Avec Idrissou Boukari et Eder Ombévi, on dresse l'état des lieux. Les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte. Voici le tableau que présente la commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. En seulement 8 mois, 26 cas de violences sexuelles, dont 24 viols sur mineurs, ont été enregistrés, soit environ 3 à 4 cas par mois. Sur la liste des victimes, on découvre une fillette de 6 ans. Ces données accablantes ont été collectées par le Centre de promotion sociale de la commune d'Abomey-Calavi. Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille, de l'enfance et du genre. Elle nous en parle. Déjà, je l'ai dit, ça fait froid dans le dos. Parce que quand, en tant qu'acteur de protection de l'enfant, vous recevez un parent ou une tierce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuel sur mineur, déjà, ça déclenche en vous beaucoup de choses. La commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline. Elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle, ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant. Les actions du Centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux. En même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant, la santé, la police républicaine, le psychologue, tout et tout, ils sont en train de mettre en place leurs interventions
Nous sommes là pour coordonner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime. Maintenant, selon son statut, si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire, il faut tout faire pour que, si c'est en pleine année, la fille ne perde pas l'année scolaire. Si c'est pendant les vacances, comment faire pour l'accompagner à se réinsérer? Autant d'actions pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société. Dans la montée de ce phénomène, le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles. Les filles sortent sans aucune permission. Vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débits de boissons ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frère d'un ami et qu'il y a un résultat qui est créé autour de ça. Donc, les filles elles-mêmes, de façon précoce, elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuels qui sont davantage motivés à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui, d'une part, et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire. Donc, ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants alliés à l'acte sexuel. Mais alliés à l'acte sexuel, elles sont dans une certaine naïveté totale. Et l'autre chose, c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les hommes. Oui, c'est la dimension économique de leurs actes. La sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'État. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abomey Calavi. Au-delà des dispositions existantes, le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes. Il s'agit du projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en République du Bénin. Le projet de loi qui sera bientôt au Parlement. Le jeudi 23 septembre 2021, le chef de l'État et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. La promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abomey Calavi ne facilite pas les choses. Pour une lutte efficace, les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance. Et puis voilà, on reste toujours dans le même registre des violences exercées sur les femmes. Et c'est bien entendu donc la ministre des Affaires sociales qui apporte un regard insistant sur l'ampleur donc du phénomène. On écoute donc à cet effet Madame la ministre Véronique Toye-Fodé Mewano. Il n'y a pas de semaine, non, il n'y a pas de jour où nos services sociaux et unités de police judiciaire ne sont alertés par des cas de mariage forcé, des cas de mariage précoce, des cas de séquestration en vue de mariage forcé, de viol de mineurs, de sévices corporels, quelquefois à la limite de la barbarie. Il s'agit là d'autant de handicaps et d'obstacles qui contrarient non seulement les efforts du gouvernement, mais compromettent la vie et l'avenir de nos filles, de nos femmes, qui sont tout autant des citoyens et par-dessus tout des êtres humains. Il y a lieu, à défaut d'éradiquer, d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles. L'actualité marquée par la scène violente d'une bastonnade infligée sauvagement par un professeur d'université à son épouse et qui a circulé de façon virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours en a choqué plus d'un. Et cette violence nous interpelle tous, particulièrement gouvernants et législateurs. Il faut vraiment faire quelque chose. Et il est temps de faire quelque chose. Le gouvernement y a songé en envisageant de mettre en œuvre des mesures spéciales de répression des infractions liées au genre en vue du renforcement de la protection des filles et des femmes.
Il faut faire quelque chose et justement cela n'a pas tardé. Hier en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont décidé de transmettre au Parlement le projet de loi portant donc dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Les députés, bien entendu, sont invités à examiner et voter le dit projet de loi. Mais en attendant, le garde des Sceaux partage ici avec nous une des innovations. L'innovation majeure qu'il faut considérer consiste dans la création d'une nouvelle catégorie d'infractions que nous avons souhaité dénommer infractions à raison du genre, que nous définissons comme les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération préalable. Et dans cette catégorie, nous rassemblons tout ce qui était dans la législation ancienne, à savoir le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse ou mutilation génitale des femmes. L'introduction de cette nouvelle catégorie d'infractions s'accompagne de différentes autres innovations dans le code pénal, notamment le renforcement des incriminations s'y rapportant ainsi que l'élargissement des champs matériels et personnels de la loi à travers la prise en compte pour ce qui concerne le harcèlement sexuel des complices désormais punissables au même titre que les auteurs principaux, l'aggravation de la peine encourue par les ascendants en cas de harcèlement commis sur un mineur, l'exclusion du consentement de la victime mineure. Est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme telle toute liaison entre un apprenant et son formateur ou son enseignant. En d'autres termes, désormais, il est interdit toute liaison amoureuse entre un professeur, un enseignant, un formateur et la personne soumise à sa formation. En outre, nous envisageons d'introduire pour le viol de nouvelles circonstances aggravantes, telles que l'existence d'un lien de parenté ou de subordination, la déficience physique ou mentale de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur à apprenant, entre autres, entre l'auteur et la victime. Et surtout, la criminalisation du mariage forcé ou du mariage précoce et l'aggravation des peines encourues en cas de mutilation génitale. Parlons santé à présent. Il s'agit d'un grand bruit respiratoire qui survient pendant le sommeil et qui, vous le savez très bien, dispose de plus d'un. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme? Qu'est-ce qui cause ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter? Nous allons suivre ce reportage de Ingrid Didet, Henri Ganti, pour en savoir davantage. Quand une personne est en train de ronfler à côté de moi, je ne peux pas dormir. C'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer. Si d'aucuns se réservent d'en parler aux concernés au risque de les indisposer, d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir. Le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur. Par exemple, ma maman, si elle travaille beaucoup dans la journée, elle gonfle, mais ce n'est pas dans ses habitudes. Je ne sais. Et j'ai encore un oncle, lui-même là, il fait parce que l'oncle il est gros. Moi, je ne sais pas si c'est la fatigue ou bien c'est une maladie dans le corps. Je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche. Ça m'indispose. Je suis obligée de le réveiller de temps en temps. Il m'arrive de changer de place des fois. Comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants, cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue. Pour certains, cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité. Le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant. Bien d'idées que renchérit le spécialiste de la question. Le ronflement, en fait, c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge. Et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le forcing du passage de l'air pour aller dans les poumons
entraîne ce bruit qu'on entend, qu'on appelle le ronflement. On pourra dire que le ronflement est une maladie lorsque il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois. Il y a des facteurs qui favorisent tout ça. Il y a l'obésité, la prise de poids, le surpoids, la position couchée sur le dos favorise le ronflement. Il y a également la grossesse. Et spécialement chez les enfants, les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge, les amygdales palatines, qui prennent le volume et qui empêchent le passage de l'air. Le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes. C'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux. Les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même, surtout chez les enfants, ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce qu'ils ronflent, ils ont des apnées du sommeil, ils sont fatigués à l'école, ils n'arrivent pas à suivre. C'est des enfants qui, au bas âge, ne sont pas du tout concentrés. Et chez les adultes, ça peut favoriser également l'hypertension artérielle. L'entourage est perturbé. Vous imaginez, vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps. C'est difficile de dormir à côté de cette personne. Tout comme bien d'autres maux, le ronflement peut être traité avec de simples techniques, des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave. Alors, le traitement du ronflement, il faut aller traiter la cause. Si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements, donc on a parfois recours à la chirurgie. Alors, si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer, on utilise des techniques orthopédiques, notamment des orthèses. Les orthèses, ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement. Il importe de préciser qu'en perturbant la respiration, le ronflement impacte négativement le cœur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ulrich Gabart vous donne rendez-vous à 19h30 pour l'édition de la soirée. Moi, je vous retrouve demain. À très bientôt.